Quand on connaît les biais cognitifs qui entrent en jeu dans la lutte contre le changement climatique, on peut être tenté de se cacher derrière notre cerveau. C'est quand même un peu de sa faute si on n'agit pas, on n'y peut pas grand-chose. Ouais, c'est un peu facile là. Effectivement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même faire des choses et qu'on peut même utiliser nos biais à notre avantage dans la lutte contre le changement climatique. Bienvenue dans Café Climat, la série pour comprendre un biais cognitif, le temps d'un café. Rappelons d'abord ce qu'est un biais cognitif. Quand on doit prendre une décision, on a une idée qui nous vient. Cette idée, elle nous vient de ce qu'on appelle le système 1, la pensée rapide, la manière qu'on a de penser, on dit quelquefois intuitivement. C'est les idées. Et ensuite, on va éventuellement faire l'effort de vérifier ce que le système 1 nous a suggéré avec ce qu'on appelle le système 2, la pensée lente. Et en fait, on va avoir des biais cognitifs quand on va laisser notre système 1 souffler très fort la décision et que le système 2 ne va pas suffisamment la vérifier. Pourquoi est-ce une bonne chose d'avoir des biais ? Dans de très nombreux cas, les biais nous aident et c'est d'ailleurs grâce à eux qu'on arrive à survivre. Les biais, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Par exemple, l'empathie, c'est aussi des biais avec les gens qui me sont proches et c'est très très bien. Je veux absolument avoir des biais avec mon meilleur ami. Parce que si mon meilleur ami me plante au cinéma et après, je veux pas avoir des biais de sélection et je veux me rappeler de tout et de toutes les fois qu'il m'a planté, il va pas être mon ami. Si mon fils, j'ai pas un raisonnement motivé avec mon fils ou avec ma fille, bah, je vais pas avoir un amour inconditionnel pour eux, hein. Ni même conditionnel, et je vais probablement au bout de 2 semaines les rendre, dire genre est-ce qu'il y a un retour à l'envoi à l'expéditeur. Donc c'est très important d'avoir des biais. Mais cela dépend du contexte. Prenons par exemple l'optimisme. Ah ça c'est bien d'être optimiste. Eh bien, pas toujours. Donc l'optimisme, c'est quoi d'un point de vue technique? C'est une prédiction. Donc je vous ai dit, notre cerveau est en train de prédire et de faire des approximations en permanence. Et l'optimisme, c'est une prédiction positive du futur. On imagine que quelque chose de bien va se produire. Si je suis optimiste, j'imagine que ça va bien se passer. Et c'est un trait qui est désirable. Mais si vous prenez un optimiste, par exemple, au casino, son optimisme devient ce qu'on appelle un biais d'optimisme. Je joue, je perds, mais je suis optimiste. Et le contexte fait que je vais prédire et me dire je vais gagner au coup d'après. Et quand je me dis je vais gagner au coup d'après, évidemment, le casino est monté d'une certaine manière où je ne peux pas gagner. En tout cas, à long terme, je vais perdre. Je vais reperdre et je vais me dire, bah, je suis optimiste, je vais me refaire, je vais me refaire. Et donc, dans un contexte, mon optimisme est quelque chose qui est très bien. Et dans un autre contexte, mon optimisme devient une sorte de biais d'optimisme. L'impact d'un biais cognitif dépend donc du contexte. On comprend donc bien qu'on n'a pas intérêt à changer nos biais, qu'on n'a pas intérêt à vouloir les éviter de façon globale tout le temps. L'idée est par conséquent d'y faire attention dans certains cas, quand il y a un enjeu particulier. Alors concrètement, comment on fait pour faire attention à nos biais dans certains cas ? Un biais est une erreur dont on n'a pas conscience au moment où on la connaît. Et pour cette raison-là, on ne peut pas apprendre à éviter nos biais. On peut apprendre à ne pas rééditer nos erreurs, mais on ne peut pas apprendre à éviter nos biais. Et merde. Ok, donc tout seul, c'est compliqué. Mais on peut s'aider des autres, comme l'explique Albert Moukébert. Une des pistes qu'on essaye d'explorer, c'est d'être les garde-fous les uns des autres au lieu de vouloir être moi tout seul, le mec sans biais. C'est un peu comme ce qu'on fait pour le reste de notre vie. Je ne peux pas savoir comment construire des maisons, faire des habits, faire de la médecine, construire des trains, construire des voitures, etc. Du coup, je délègue. On peut faire la même chose au niveau aussi de notre raisonnement. Au lieu de vouloir tout faire tout seul et penser par moi-même et être le super raisonneur critique, on a des ressources attentionnelles très limitées, on a des ressources perceptives très partiales, on navigue dans un monde très complexe, on est tout le temps face à des informations incomplètes. Et se dire, moi, je vais éliminer mes biais cognitifs et atteindre des informations complètes, c'est irréaliste. S'appuyer sur les autres, c'est aussi ce que propose Olivier Sibony. Alors ce qu'on peut faire de mieux pour se mettre en alerte contre les biais, c'est demander aux autres de nous aider. Bon alors je vous vois venir. C'est pas évident, effectivement, de demander aux autres tout le temps s'ils pensent qu'on est biaisé. J'ai envie d'un gâteau plutôt que d'une pomme. Est-ce que tu crois que j'ai vraiment besoin de sucre ou que je me fais avoir par mon biais du temps présent ? Alors voilà quelques pistes qui peuvent nous aider à avoir des garde-fous individuels. La première chose, surtout dans les situations nouvelles, j'aime beaucoup cette citation de Dormesson. Méfiez-vous de l'évidence, elle change continuellement. Et quand on communique, de garder en tête que les autres ont les mêmes biais que nous. Et du coup, d'essayer d'être le moins frontal possible dans des cas de raisonnement motivé, de prendre le temps d'expliquer pourquoi une personne, vous pensez qu'elle est en illusion de connaissance, de se dire que peut-être c'est moi qui suis en illusion de connaissance et pas elle, qu'elle, elle va réduire l'ambiguïté aussi, donc d'être le moins ambigu possible, et que tout est conditionné dans un contexte. Je vais vous laisser avec 2 citations que j'aime beaucoup. Une, c'est de moi, et ça fait bizarre de se citer, mais vraiment, je l'aime beaucoup, c'est ma citation préférée, c'est ça. Une des idées les plus dangereuses qu'on peut avoir,
c'est de se dire si tout le monde était comme moi, le monde serait un endroit meilleur. Franchement, si tout le monde était comme moi, on serait tous dans la merde. On a besoin de variabilité. J'ai tellement d'études sur le raisonnement critique que j'ai compris que je ne peux pas me faire confiance. Pas j'ai compris que je suis un raisonneur critique et donc que je ne vais plus avoir de biais. Au contraire, j'ai compris que c'est pas possible de ne pas avoir de biais et que j'ai besoin des autres. Et les autres, j'espère, ont besoin de moi aussi. Et la dernière citation, ça vient du Doctor Who, que j'aime aussi beaucoup. C'est qu'est-ce que réfléchir si ce n'est qu'une façon élégante de dire changer d'avis? C'est un peu ça, l'acte de réfléchir, même l'étymologie du mot, c'est refaire quelque chose. Et du coup, revoir nos pensées et changer d'avis, pas essayer de les confirmer. Maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire à titre individuel, j'aimerais discuter d'un autre point qui est aussi primordial dans la lutte contre le changement climatique. Tout n'est pas uniquement une histoire d'individus. Le contexte social est également primordial. Par exemple, imaginez que moi, je me dis, je veux plus manger de burgers, et j'adore les burgers. Et disons que j'adore le McDo. Je vais commencer à manger de la nourriture végane. Mais quand je sors de chez moi, il y a des McDo à chaque coin de rue, et le restaurant vegan est à 10 stations de métro. C'est complètement hypocrite presque, et surtout de mauvaise foi. De dire, Albert, c'est la faute de ton cerveau que tu n'es pas en train de te taper 10 stations de métro à chaque fois que tu veux déjeuner. L'offre dans laquelle j'agis me pousse énormément à cette consommation-là. Et de la même manière qu'on a des sociétés de protection du consommateur, on devrait avoir des sociétés de protection de nos biais. Et ça existe déjà, par exemple, un exemple très banal. Il y a quelques années, vous avez vu apparaître au supermarché sous le prix au kilo. Ça, le prix au kilo, c'était pour aider notre rationalité. On n'a pas des sortes de règles de toi en permanence dans notre tête. Et il y avait des marques qui s'amusaient à faire les malins, où par exemple, ils écrivaient sur leur boîte en très grand, en rouge, format familial. Et le format familial était plus cher au kilo que le format pas familial. Donc on a fait une loi. On a dit, les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez le droit de faire votre marketing un peu mensonger, parce que ce n'est pas vraiment mensonger, il n'y a rien qui dit que le format familial doit être moins cher, mais nous, on va aider le consommateur, on va mettre le prix au kilo. Et donc, on a aussi une responsabilité systémique de donner la chance à notre cerveau d'agir. On ne peut pas juste le blâmer et se dédouaner. Quand moi, je vois des offres que Apple est en train de sortir 4 iPhones chaque année, et qu'il y a une forte désirabilité sociale parce que j'ai 20 ans et j'ai envie de frimer avec mes potes, je peux pas me dire que c'est la faute du cortex cingulate antérieur que ce mec est en train d'acheter l'iPhone. Et Apple, eux, ils ne sont pas responsables de rien du tout, d'avoir produit 4 téléphones chaque année. Je peux pas me dire que ce n'est pas la faute de EasyJet de faire des allers-retours Paris-Barcelone alors qu'on se l'appelle et je vois qu'à Barcelone, il y a plein soleil à 30 €, et de me dire que c'est la faute d'Aurélie parce qu'elle a acheté son billet, parce que son striatum lui a dit que ce n'est pas très important. C'est un peu de mauvaise foi et c'est important pour moi de le dire, que l'hypothèse que c'est juste notre cerveau qui est incapable d'agir est fallacieuse. Elle est hyper réductrice. Tous ces facteurs sont très importants à prendre en compte, mais il ne faut jamais oublier que nos biais sont contextuels. Et le contexte sociétal, économique, de normes informationnelles dans lesquelles on baigne est primordial sur la manière dont notre cerveau traite ces informations. Et donc venir commencer notre raisonnement à partir de la strate traitement de l'information sans prendre en compte l'information qui est disponible et pas vraiment très honnête intellectuellement. Quand on parle à l'addiction, par exemple, des réseaux sociaux, quand on dit « Ah oui, les gens sont addicts aux réseaux sociaux parce qu'ils ont des likes et que ça donne des doses, des shots de dopamine. » Si moi, je suis un ado et je ne suis pas sur TikTok et tous mes potes sont en train de faire la danse TikTok, je suis un peu aussi exclu socialement, ça n'a rien à voir avec la dopamine. Il y a tous ces facteurs. Et donc, pour répondre à la question climat, tous biaisés, je pense que oui, on est tous biaisés, mais on n'est pas biaisés à cause de notre cerveau. On est biaisés à cause des modèles, des systèmes concrets. Chaque règle du jeu, chaque système conditionne comment les humains vont agir. Et donc nos biais ne dépendent pas juste de moi, mais dépendent aussi des règles dans lesquelles je me trouve. Et je pense que la manière, si on va avoir une chance de sortir, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir changer les règles du jeu. Ce que je vois de positif là-dedans, c'est que si le contexte social change, la désapprobation sociale changera également de camp. Aujourd'hui, faire une capitale européenne en avion sur un week-end, c'est la classe. Demain, le fait de prendre l'avion sera peut-être un critère de désapprobation sociale. Et ça, comment on y parvient ? Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ça s'appelle le point de bascule.
En conclusion, pour agir contre le changement climatique, j'ai donné dans cette série des clés pour dépasser individuellement nos biais. Mais pour aller plus loin, nous devons changer les règles du jeu. Et ça, ce sera l'objet d'une prochaine saison de la série Café Climat. Abonnez-vous!